Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous raconter 5 histoires qui se sont toutes passées en France ou alors vécues par des personnes francophones. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également m'envoyer votre histoire sur Instagram ou via le mail qui se trouve dans la description. J'espère maintenant que vous êtes bien installés et si c'est le cas, découvrir en ma compagnie ces 5 histoires vraies d'horreur qui se passent en France. Dans cette première histoire, je vais vous raconter ce qu'a partagé quelqu'un que nous appellerons Marie. Marie nous dit que depuis quelques années, elle travaille dans un refuge animalier. Elle explique que c'est un métier assez compliqué, surtout moralement, parce qu'on voit beaucoup d'animaux ramenés par la fourrière, victimes de maltraitance ou même abandonnés. D'ailleurs, avec les beaux jours qui arrivent, la chaleur, n'abandonnez pas vos animaux. Quand on adopte, on le fait pour le positif et le négatif, donc on prend ses responsabilités et on ne fait pas ce genre de choses. Nous sommes en février 2022. Marie nous explique que lors d'une journée, quelqu'un s'est présenté pour abandonner son chat. C'était une vieille dame qui était accompagnée d'une autre vieille dame et l'accompagnatrice est allée voir Marie pour lui dire qu'elle comptait abandonner son animal de compagnie, un chat, parce qu'elle était malade et donc elle ne pouvait plus s'en occuper. D'abord, Marie est assez surprise parce que cette femme ne semble pas vraiment attristée. Quoi qu'il en soit, Marie lui donne toutes les informations, les tenants et les aboutissants vis-à-vis de l'abandon d'un animal de compagnie, comme le fait par exemple que la personne qui transmet l'animal au refuge perd tout droit dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la possibilité derrière de dire j'ai changé d'avis, je vais le récupérer. Tout simplement parce que si on commence à accepter ce genre de choses, eh bien déjà pour l'animal c'est pas bien du tout, ce changement d'environnement constant. Et en plus de ça, si quelqu'un se dit je vais laisser mon animal le temps des vacances d'été et puis j'irai le chercher après, il y a du monde malheureusement qui le ferait. Donc c'est pour bien montrer que l'abandon d'un animal n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Donc, Marie donne toutes ces informations à la vieille dame qui accepte toutes les clauses qui sont liées à cet abandon. Un autre rendez-vous est donc pris pour que la dame ramène les animaux qu'elle souhaite abandonner. Et le jour J arrive et la vieille dame ramène donc 2 chats, un mâle et une femelle. Les chats sont pris en charge et la vieille dame, elle, repart donc chez elle sans les animaux. Le lendemain du jour de l'abandon, le refuge animalier reçoit un appel téléphonique. C'était la vieille dame qui rappelait pour dire qu'en fait elle n'avait pas prévenu ses enfants qu'elle allait abandonner les animaux et donc elle souhaiterait les récupérer. Donc Marie dit tout ce que je vous ai dit précédemment, que l'abandon n'est pas un acte anodin, qu'elle en a fait mention lors de l'abandon auprès de la vieille dame et donc il n'est pas possible de les récupérer. La vieille dame insiste, elle essaye de faire un petit peu pitié en disant qu'elle est malade, qu'elle a besoin de voir ses animaux, etc. Mais Marie, elle, reste stoïque, droite sur sa position, et pour se débarrasser un peu de la vieille dame, elle dit qu'elle en parlera à sa responsable, sachant pertinemment ce qu'elle va dire. Finalement, la vieille dame raccroche et Marie, elle, retourne à ses occupations, c'est-à-dire s'occuper des animaux de son refuge. Mais quelques minutes à peine après cet appel, il y a un nouvel appel au refuge animalier. Et cette fois-ci, ce n'est pas la vieille dame qui appelle, mais le fils de cette madame. Lui, il dit qu'il ne veut pas récupérer les 2 chats, il veut récupérer uniquement le mâle. Marie commence à être agacée de cette situation, donc elle explique exactement ce qu'elle a dit à la vieille dame, et elle raccroche. Un peu déboussolée quand même de cette situation, assez gênée, Marie en parle à sa responsable et elle dit qu'elle va s'occuper du dossier. Elle trouve que c'est un peu louche d'avoir ce genre de comportement à la suite d'un abandon. Alors la responsable décide de contacter chacun des membres de la famille pour notifier de l'abandon des animaux par la vieille dame et dire qu'ils ne peuvent en soi rien faire, qu'une fois que l'abandon a été réalisé, il n'y a pas de retour en arrière, un peu comme l'adoption. Si on adopte un enfant ou un animal, derrière, on ne vient pas pour le ramener parce qu'il ne nous convient pas. C'est un engagement, on est prévenu
avant de faire cet engagement, mais une fois qu'il est fait, pas de retour en arrière possible. Néanmoins, malgré cette situation assez particulière, la responsable de Marie se demandait si un geste n'allait pas être fait, c'est-à-dire rendre les chats s'ils étaient entre guillemets de bonne foi. Si on voyait qu'effectivement ces animaux manquaient à la famille et qu'on va dire que ce n'était qu'une erreur de la vieille dame qui était malade, on peut aussi penser ça, alors potentiellement on pourrait y réfléchir. Mais le comportement de la famille de la vieille dame était désastreux, très louche. Donc finalement la décision qui est prise, c'est que non, les animaux, les 2 chats, ne rentreront pas chez cette famille. Une semaine se passe après le jour de l'abandon, la famille est notifiée que finalement il n'y aurait pas de récupération des animaux et Marie, elle, a un mauvais pressentiment. Pour elle, il va se passer quelque chose. Elle pense qu'en fait la vieille dame qui a abandonné ses animaux va revenir, probablement pour faire une scène au refuge animalier. Marie en parle à sa responsable et la responsable dit qu'elle va être vigilante concernant ce dossier-là. Le lendemain, Marie pense voir la fameuse vieille dame venir au refuge animalier. Elle l'aperçoit sur les caméras de surveillance, mais finalement elle est rapidement rassurée parce que ce n'était pas elle. On avance encore d'une journée, là Marie est plutôt à l'aise, elle pense que cette fois-ci tout ce qui s'est passé derrière elle, qu'elle va pouvoir passer à autre chose. Elle a d'ailleurs commencé à oublier ce qu'il s'était passé, et alors que l'après-midi se passait totalement tranquillement, sa responsable sort pour fumer une cigarette, laissant donc à l'accueil Marie et une stagiaire. Pour contextualiser un petit peu, elle nous dit que il faut sonner avant d'entrer dans le refuge animalier car il y a pas mal de chats et ce serait pour éviter que les chats s'enfuient, ce qui semble plutôt logique. Par contre, la porte, elle, n'est pas fermée, c'est-à-dire qu'on sonne, on patiente quelques instants et on entre. Il n'y a pas un système à l'intérieur du refuge qui permet de déverrouiller la porte sur demande. Pour notifier les clients de ce petit système-là, il y a une pancarte qui est sur la porte. On ne peut pas faire plus visible. Et c'est là, alors que Marie regarde les caméras de surveillance, qu'elle voit un homme avec un masque sur la bouche, le type de masque typiquement qu'on était tous obligés de porter pendant une certaine période, un homme qui porte aussi des gants et un bonnet. Donc on ne voit pas vraiment son visage. L'homme rentre directement dans le refuge animalier et la responsable qui fumait sa cigarette dehors a tout de suite vu que cet homme avait un comportement un peu louche. Donc elle l'a suivi et tout de suite elle l'a remis à sa place parce que l'homme n'a pas respecté le système de sécurité pour éviter qu'un animal ne s'enfuit. Il rentre dans le refuge animalier et il dit qu'il veut adopter un chat. Bon, bien que la venue de cette personne ne commençait pas d'un bon pied, Marie décide d'aller lui montrer les différents chats qui sont à l'adoption. Des clients qui n'ont pas fait attention au fameux mot, il y en a déjà eu, donc ça se trouve cet homme était juste quelqu'un qui avait fait preuve d'inattention comme beaucoup d'autres. Marie accompagne l'homme vers les différents chats, le refuge animalier était pas mal fréquenté en cette journée donc il y avait d'autres clients, et tout de suite l'homme se dirige vers un des chats qui avait été laissé à l'abandon par la vieille dame, le chat mâle. L'homme prend le chat dans ses bras, le chat n'avait pas envie d'être porté, Marie lui fait signe qu'effectivement il vaut peut-être mieux le reposer, mais l'homme continue d'avoir le chat dans ses bras. Le chat s'agite un peu dans tous les sens alors que normalement il est plutôt câlin, ce qui attire l'attention des autres personnes présentes dans le refuge. Et là, l'homme prend l'oreille du chat et regarde le tatouage qu'il y a à l'intérieur. Et là, pour cet homme qui voulait potentiellement prendre ce chat-là, c'est pas de chance. On est vraiment dans la situation où on pense qu'il veut adopter un chat. Parce que les 2 chats qui avaient été laissés à l'abandon par la vieille dame ont trouvé une nouvelle famille. Et le soir même de la journée où cet homme est venu, il devait quitter le refuge. Et ça, c'est ce que Marie explique à l'homme. Elle lui dit « Je suis désolé si vous a tapé dans l'œil, mais il est déjà prêt pour adoption. » Là, l'homme avec le masque regarde Marie et tout de suite, en voyant ses yeux, Marie comprend que cet homme a une mauvaise intention. Et dans la seconde, l'homme commence à se précipiter vers la sortie du refuge, le chat dans les bras. Clairement, il était en train de voler le chat. Mais ça ne s'arrête pas là. Courir avec un chat dans les bras, c'est pas compliqué, mais on ne court pas au maximum de son allure. Donc Marie, elle qui n'avait pas d'animal dans ses bras, arrive à le rattraper et lui tire la veste. Sa responsable a également vu la scène, donc elle s'est interposée devant l'homme. Et évidemment, l'objectif de Marie et de la responsable, c'est pas
d'arrêter l'homme. Le but c'est de mettre en sécurité le chat qu'il était en train de voler. Donc elles le retiennent et l'homme hurle qu'il est armé. Marie n'y croit pas. Elle pense qu'en fait c'est juste un moyen d'intimidation. Mais c'est ce que dit un client se trouvant derrière elle qui cette fois-ci va lui faire peur. Le client crie à Marie et à la responsable de faire attention parce que dans la poche arrière du pantalon de l'homme, il y avait bel et bien une arme, un couteau d'une trentaine de centimètres. L'homme, à partir de ce moment-là, sachant qu'il est démasqué en soi, jette le chat par terre et maintenant qu'il a les mains libres, il pousse la responsable de Marie et il s'enfuit du refuge animalier. Marie, elle, s'en fichait de rattraper cet homme. Ce qu'elle voulait, c'était mettre en sécurité le chat. Donc elle s'est précipitée sur le petit animal pour le prendre dans ses bras, délicatement le rassurer et le remettre dans une zone où il sera en sécurité. Une fois qu'elle s'est assurée que le chat allait bien, la Marie est tombée en larmes. Elle se dit que la situation aurait pu prendre une tournure différente, peut-être dramatique pour le chat, pour quelqu'un qui se trouvait dans le refuge, pour elle-même. Donc évidemment, ce qui a été fait, c'est contacter la police. La police est venue, une déposition a été réalisée, la police a mené sa petite enquête et il se trouve qu'en fait, la personne qui était venue au refuge était un dealer connu des services de police qui avait déjà été interpellé pour menaces, coups et blessures. La journée s'est ensuite passée, les deux chats qui avaient été abandonnés par la vieille dame ont été adoptés par une nouvelle famille où ils sont très heureux et Marie, pendant plusieurs jours, avait à chaque fois peur que la personne qui est venue au refuge animalier ne revienne pour faire du mal à quelqu'un qui se trouvait là. Marie ne sait pas si la personne qui est venue au refuge a été arrêtée finalement et ce qu'elle pense, même si elle n'a pas de réelles preuves, c'est que la famille de la vieille dame, ceux qui ont tant insisté pour récupérer les animaux, surtout le chat mâle, ont payé quelqu'un pour faire de l'intimidation au refuge et voler le chat qu'ils désiraient tant. Cette opération malsaine n'a pas abouti. Dans cette nouvelle histoire, je vais vous présenter quelque chose qu'a partagé quelqu'un que nous appellerons Salia. Salia nous dit qu'au moment des faits, elle était âgée de 23 ans et elle était serveuse dans un restaurant. Quand elle travaillait au restaurant, à un moment donné, un client est venu la voir pour demander où se trouvaient les toilettes. Elle lui a indiqué gentiment, il y allait, et après son retour, il a payé l'addition vis-à-vis de ce qu'il avait consommé. Et au moment de payer, il a dit à Salia qu'elle était très charmante. Salia n'écoute pas trop, elle remercie juste le personne d'avoir mangé dans le restaurant et elle lui souhaite une bonne soirée. Le temps passe, Salia finit son service et une fois qu'elle a terminé de travailler, elle rentre tranquillement chez elle, dans un appartement où elle vivait seule. Une fois rentrée chez elle, elle ferme la porte, mais elle ne la verrouille pas. Elle n'avait pas l'habitude de le faire parce qu'elle n'avait jamais vécu quoi que ce soit qui pourrait la pousser à le faire. Elle se sentait toujours en sécurité chez elle et dans son immeuble, donc elle ne voyait pas le problème à ne pas fermer sa porte à clé. Elle s'était étendue un petit peu, tranquillement, et avant de se coucher, elle s'est dit qu'elle allait prendre une petite douche. Après sa douche, assez fatiguée de sa soirée de travail, Salia a décidé, fatiguée, d'aller se coucher. Et alors qu'elle est en train de scroller un petit peu sur son téléphone, tout l'appartement est complètement calme, elle entend comme un rire venir de sous son lit. Immédiatement, elle comprend que quelque chose ne va pas et elle joue la carte de la sécurité. La décision qu'elle a prise, c'est de ne pas regarder sous le lit et de voir ce qui peut bien se cacher. Elle décide de composer le 114, le numéro de la police pour les sourds et les malentendants, comme ça elle n'a pas besoin de faire le moindre bruit, elle peut faire croire qu'elle dort, pour indiquer qu'il y a un intrus chez elle. Dans ce genre de circonstances, chacune des secondes est cruciale. Alors la police se précipite au domicile de Salia. Une fois que la police toque à la porte, Salia va leur ouvrir et la police inspecte donc son domicile. Et il découvre, caché sous le lit de la jeune fille, un homme. Et pas n'importe quel homme, c'était celui qui l'avait complimenté au restaurant, le fameux client dont j'ai parlé au début de cette histoire. Cet homme avait remarqué Salia pendant un certain temps au restaurant. Il comptait de base rester là à l'observer au restaurant, mais sachant qu'il avait fini de consommer son repas, ça aurait pu paraître louche s'il restait pendant toute la durée du service de la jeune femme. Alors il a patienté à l'extérieur, que Salia finisse son service, et il l'a suivie jusqu'à chez elle. C'est au moment où elle est partie en fait prendre sa douche, que là, l'homme en a profité pour s'introduire
dans son appartement et il s'est caché ensuite sous son lit. Quelles auraient ensuite été ses intentions une fois que Salia aurait trouvé le sommeil? Eh bien, on peut présumer que l'homme s'étant introduit dans le domicile d'une jeune femme à son insu avait des idées bien malsaines. Dans cette nouvelle histoire, je vais vous présenter ce qu'a partagé quelqu'un que nous appellerons Lizzie. Au moment des faits, elle vivait à Montpellier et elle était âgée de 22 ans. Elle vivait dans un appartement, seule dans le centre-ville, et elle était en couple avec quelqu'un qui était stand-upper, c'est-à-dire qu'il faisait des représentations dans des comédie clubs. Généralement, quand le petit ami de Lizzie faisait ses représentations, parfois il prenait un verre avec ses amis après les représentations, il finissait tard, et donc il allait dormir chez Lizzie parce que c'était plus proche, plus sécurisé, elle qui vivait vraiment pas loin de là où il pouvait se produire. Effectivement, lui vivait un peu plus en périphérie de la ville, donc il en avait pour une quarantaine de minutes de transport. Mais au moment des faits, Lizzie avait envie d'avoir un peu de temps rien que pour elle. Donc elle avait prévenu son petit ami qui avait une représentation ce soir-là, et bien qu'elle préférait qu'il ne vienne pas. Mais si jamais il finissait vraiment tard, alors là oui, elle préférait qu'elle passe dormir chez elle plutôt qu'ils prennent le risque de rentrer un peu trop tard. Pour le petit ami, il n'y avait aucun problème avec la situation, il était complètement ok. Bon, la soirée se passe, le petit ami fait sa représentation, Lizzie, elle, est en contact avec lui, elle parle avec lui par message, et effectivement, après la représentation, le petit ami va boire quelques verres avec ses amis. Il confirme qu'il ne rentrera pas, mais Lizzie a quelques doutes. Elle se dit qu'il n'est pas impossible qu'à un moment donné il y ait un changement de programme. Donc ce qu'elle décide de faire quand elle va se coucher, c'est qu'elle va laisser la porte d'entrée de chez elle ouverte. Elle se dit que peut-être avec l'alcool, etc., son petit ami va peut-être un peu galérer, donc elle préfère laisser la porte ouverte, comme ça il rentre, il referme, il va se coucher, on n'en parle plus. Elle dit donc à son petit ami qu'elle va se coucher, son petit ami lui dit: pas de problème, par contre je vais peut-être pas te prévenir tout de suite quand je rentre parce que je n'ai plus beaucoup de batterie. La nuit se passe et 3 heures à peine après s'être endormie, Lizzie entend du bruit dans son salon. Pour elle, c'est son petit ami, elle va voir et effectivement elle le reconnaît. Elle lui dit: mais qu'est-ce que tu fais? Viens te coucher. Lizzie retourne dans son lit et 5 minutes après, elle se réveille de nouveau parce qu'elle se rend compte qu'elle n'a pas été dérangée en fait en revenant, c'est-à-dire que son petit ami n'est pas allé se coucher. Donc elle se relève pour voir ce qu'il se passe, elle est un peu inquiète parce que son petit ami a bu, donc qui sait ce qui a pu se passer, et elle remarque que la porte d'entrée est grande ouverte. Donc ce qu'elle présume, c'est que son petit ami est reparti. Elle sait que il ne gère pas très bien l'alcool et il peut avoir des comportements donc un peu bizarres. Et ce qu'elle se dit là, c'est qu'en fait son petit ami est reparti. Elle pense en fait qu'il s'en veut d'avoir réveillé Lizzie et donc il est reparti. Et avec les effets de l'alcool, il aurait oublié de refermer la porte. Alors Lizzie se précipite sur son téléphone, elle essaye d'appeler son petit ami, elle lui envoie des messages, mais elle n'arrive à avoir aucune réponse. Donc elle envoie un message au petit ami en lui disant: dis-moi quand t'es bien rentré. Elle s'inquiète tellement qu'elle appelle même la colocataire de ce petit ami qui ne répond pas. On est en pleine nuit, donc elle dort probablement. Inquiète, elle trouve le sommeil difficilement. Elle n'arrive à s'endormir que vers 7 ou 8 heures quand là sa colocataire lui envoie un message pour lui dire qu'effectivement le petit ami est bien rentré et qu'il est en train de dormir paisiblement. Rassurée, Lizzie met son téléphone en mode avion et elle se couche. Elle se réveille vers 11 heures. Elle enlève le mode avion de son téléphone et là elle voit qu'elle a une série d'appels manqués et de messages reçus de la part de son petit ami. Et en lisant un des messages de son petit ami, Lizzie tombe complètement dénue. Le message disait quelque chose du style: je suis inquiet, réponds-moi, je ne suis jamais venu chez toi hier, une amie m'a ramené vers 1 h du matin chez moi. Donc là, en voyant ce message, Lizzie, elle est figée sur place. Elle se rend compte qu'en fait, elle a pris un inconnu pour son petit ami la nuit passée. L'individu devait lui ressembler un petit peu, mais l'appartement était complètement dans la pénombre. Donc il était en fait fortement possible qu'elle ait fait cette confusion. Lizzie se rend de manière précipitée dans son salon et elle se rend compte là qu'en fait on lui a volé des affaires. Donc la personne à qui elle a fait face pendant la nuit était un cambrioleur. Et autre détail qui ajoute quelque chose qui fait que ça aurait pu encore plus mal se passer que ça, c'est que Lizzie, quand elle dort chez elle, elle dort en petite culotte. Donc quand elle est allée voir ce qu'il se passait dans le salon pendant la nuit, elle était en petite culotte et en plus de ça, elle n'a pas été inquiétée parce qu'elle pensait que c'était son petit ami. Donc
le cambrioleur, s'il avait d'autres idées que simplement le vol, aurait pu potentiellement réaliser l'impensable sur Lizzie. Heureusement, ça ne s'est pas produit. Une des théories de Lizzie qui pourrait expliquer pourquoi cet intrus n'est pas allé plus loin et est parti même directement, c'est que Lizzie, quand elle a fait la confusion, l'a appelé par le prénom de son petit ami. Donc peut-être que cet intrus s'est dit « mince, quelqu'un va arriver, je prends la fuite ». Ces événements ont énormément retourné notre amie, si bien qu'elle a demandé pendant plusieurs nuits à son petit ami de dormir chez elle pour se sentir rassurée, et finalement elle a déménagé dans un nouveau logement, cette fois-ci avec celle qu'elle aime. Mais bien qu'elle se sente plus rassurée, ces événements lui ont fait prendre une habitude, celle de toujours verrouiller sa porte à double tour. Dans ce nouveau témoignage, je vais vous présenter ce que nous a partagé Carrie. Carrie nous explique qu'elle travaillait dans une librairie. Elle venait travailler 5 heures par jour, une semaine sur 2, et le reste du temps, elle travaillait de 9 h à 19 h. Un jour, alors qu'elle marchait dans une rue pour se rendre au travail, elle a croisé une personne sans abri qui lisait un journal. Le journal était très usé, déchiré d'un peu de partout, et donc, amoureuse des livres, Carrie a donné un peu d'argent à la personne sans abri et lui a dit gentiment que grâce à cela, il pourra s'acheter un livre. Le sans-abri lui a répondu qu'il le ferait, juste pour elle. Carrie n'a pas prêté plus d'attention que ça à cette phrase, elle était en retard pour aller au travail, donc elle a continué sa route, mais elle se dit qu'avec le recul, cette phrase aurait dû l'impacter un peu plus. Elle arrive donc à son travail, elle dépose ses affaires et elle commence à classer différents documents. Elle finit vers 14 h 30 et après le boulot, elle décide de rentrer directement chez elle. Sur le trajet, elle passe par la même rue que celle empruntée le matin et donc elle recroise le chemin de la personne sans abri. Et cette fois-ci, cet individu lit un livre. Le livre n'était pas très gros, donc elle se dit que probablement le sans-abri avait probablement fini de lire l'histoire qu'il y avait dans le bouquin. Le sans-abri a reconnu Carrie, donc il l'a salué. Carrie a parlé un petit peu avec lui en lui demandant si il avait fini de lire le livre. Le sans-abri lui a répondu que oui et que c'était l'une des meilleures histoires qu'il avait pu lire. Pour contextualiser un peu sur la personnalité cette fois-ci de Carrie, elle nous explique qu'elle a ce qu'elle catégorise comme un tic, c'est que si quelqu'un lui dit quelque chose, elle a besoin de vérifier si c'est vrai, mais dans l'immédiat. Alors, ce qu'a fait Carrie dans ce moment-là, c'est qu'elle a commencé à poser des questions sur l'histoire au sans-abri et les réponses qu'il donnait montraient en fait l'impression qu'il n'avait pas lu l'histoire. Et le sans-abri a justifié le fait de mal répondre en expliquant que vu qu'il n'avait pas lu depuis longtemps, il avait du mal à lire et à comprendre les choses. Carrie n'a pas cherché à comprendre plus que ça et elle a donc salué le sans-abri pour rentrer chez elle. Carrie à la maison a retravaillé un petit peu, elle a passé un reste de journée complètement normal et le soir elle a repensé à ce que lui a dit le sans-abri, donc ça lui a donné une idée. Le lendemain elle a croisé de nouveau ce sans-abri et cette fois-ci elle lui propose de l'accompagner à la librairie, comme ça il pourra lire et se cultiver par la même occasion. Carrie lance donc sa proposition et le sans-abri lui répond « Merci beaucoup, personne n'a jamais été aussi gentil avec moi, tu es vraiment une personne formidable Carrie. » Oui, ce sans-abri prononce le nom de notre ami. Et c'est en entendant cela que Carrie se fige instantanément. Elle ne sait pas comment cette personne la connaît alors qu'elle est sûre qu'elle ne lui a jamais donné son nom, mais bien qu'elle est quasiment sûre de ne l'avoir jamais fait, elle se dit qu'il y a une possibilité qu'elle l'ait fait mais qu'elle ait oublié. Donc finalement, elle décide de continuer dans sa bonne action. Elle arrive en compagnie du sans-abri dans la librairie, elle le laisse faire sa vie de son côté pendant qu'elle travaille, et après 1 heure de travail à peu près, une des collègues de Carrie vient la voir pour lui dire qu'un vieil homme la cherche. Le vieil homme, c'était le sans-abri. Carrie va donc le voir et il lui dit qu'il a fini de lire et que ça y est, maintenant il sait lire correctement. Et c'est là qu'il va faire une proposition assez particulière. Il va proposer à Carrie de la raccompagner chez elle et de lui lire une histoire chez elle, comme on pourrait en soi lire une histoire à un enfant. Naturellement, Carrie refuse et elle se met sur ses gardes. Elle se dit que la situation commence à prendre une tournure assez désagréable. Le sans-abri, lui, semble quelque peu énervé de la réponse négative de Carrie et donc il dit qu'il va aller faire un tour dehors. Au bout de 30 minutes environ, Carrie jette un petit coup d'œil
par la fenêtre pour voir ce que fait le sans-abri qui est resté généralement dans le coin, et elle remarque qu'il sort d'une vieille voiture, et de ce que Carrie arrive à voir, l'intérieur du véhicule semble assez poussiéreux. Elle voit qu'il y a des sortes de feuilles coupées sur les sièges, ça elle le voit quand le sans-abri sort du véhicule. Sur le moment, Carrie ne prête pas plus attention que ça à la scène, elle retourne à son travail, et le sans-abri lui retourne dans la bibliothèque, et il va vers un endroit un peu isolé. Le temps passe un petit peu, Carrie est en train de ranger diverses choses, et à un moment donné elle sent comme un sentiment désagréable, comme si quelqu'un la regarde, donc naturellement elle regarde un peu autour d'elle, et elle tombe sur le sans-abri qui est un peu caché derrière une des étagères, et il a dans les mains une sorte d'appareil photo. Clairement, en fait, le sans-abri était en train de la prendre en photo. Mais quand Carrie l'a découvert, il faisait comme si, en fait, il prenait des photos du lieu. Après avoir fini ce qu'elle avait à faire, notre amie va voir le sans-abri. Elle lui dit que elle va rentrer chez elle, qu'elle a fini ce qu'elle avait à faire. Mais que lui, s'il veut rester, il peut rester jusqu'à la fermeture. Carrie s'en va donc, elle fait le trajet pour rentrer chez elle. Elle arrive tranquillement. Une fois à la maison, elle fait quelques petites tâches diverses et variées. Et à un moment donné, elle va dans sa chambre pour se coucher. Elle s'endort, mais au bout d'un certain temps, elle se réveille complètement en sueur parce qu'elle est persuadée d'avoir entendu quelqu'un frapper à sa porte. Elle essaye de se rendormir en se disant que ce n'était rien, mais d'autres bruits viennent la déranger, comme des chuchotements. Elle en est sûre, il y a bien un bruit, une voix très basse, elle essaie de se concentrer pour savoir ce que cette voix dit, et c'est là qu'elle comprend tout. En fait, elle entend la voix du sans-abri, et ce qu'il racontait en chuchotant, c'était une histoire. Il faisait ce qu'il avait envie de faire initialement pour Carrie, il lui lisait une histoire. Carrie, ça la met extrêmement mal à l'aise, donc elle se précipite dans ses toilettes, et elle appelle la police. La police dit qu'ils vont arriver, mais d'ici 15 à 20 minutes. Ils ne sont pas très pressés. Après l'appel, Carrie retourne dans sa chambre, et c'est là qu'elle entend d'autres bruits. Plus les chuchotements, mais plutôt comme un bruit de métal qui glisse le long de sa porte. Carrie ne voit rien, elle ne fait que t'entendre, donc elle ne peut que spéculer sur ce qu'il se passe, elle n'en a absolument aucune idée. Et alors que Carrie a les yeux rivés sur sa porte, quelque chose la fait sursauter. Le sans-abri se met à frapper de toutes ses forces sur la porte en hurlant. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants en boucle. Il répète cette dernière phrase en criant encore et encore. Finalement, tellement apeuré par ce qu'il se passe, Carrie se cache dans sa propre chambre, et c'est 20 minutes plus tard que là la police arrive au domicile de Carrie. Carrie les entend crier, dire « police les mains en l'air », et une fois que l'homme a été appréhendé, là la police toque directement à la porte de Carrie et Carrie leur ouvre. La police signale que l'homme a été appréhendé, qu'il va être emmené au poste, que ça y est, elle est en sécurité. Ils la rappelleront si jamais il y a quoi que ce soit de particulier à dire, et 2 jours plus tard, la police a effectivement rappelé Carrie. Et cet appel va faire quelques révélations. En fait, le sans-abri n'en était pas un. C'était simplement quelqu'un qui la suivait depuis un certain moment. Beaucoup de choses font sens dans la tête de Carrie, comme le fameux bruit de métal, car c'était en réalité un couteau, mais pas un petit couteau suisse, non, un couteau de boucher. Le véhicule d'où était sorti l'homme un peu plus tôt dans l'histoire, lui aussi a été fouillé, et à l'intérieur, il y avait partout des photos de Carrie. Cet homme l'a stalké et il avait l'intention de lui faire du mal. Dans le véhicule a également été retrouvé de la ficelle, un rouleau de scotch et un carnet où il avait noté différentes informations sur Carrie, comme son adresse, mais il avait également prévu un plan pour l'attaquer. On ne peut être qu'heureux que cet homme n'ait pas réussi à mettre en œuvre les plans qu'il avait inscrits dans son carnet. Dans cette nouvelle et dernière histoire, je vous présenterai le témoignage de quelqu'un que nous appellerons Mila. Elle nous explique en juin 2023 qu'elle était sur différentes applications de rencontres. Elle était assez extravertie, elle avait déjà fait pas mal de rencontres et à chaque fois ça s'était plutôt bien passé, donc elle ne prenait plus forcément la peine d'avertir des amis chez qui elle pouvait aller, même si c'était initialement des inconnus. Et à un moment donné, elle a matché avec un homme avec qui elle a parlé, le courant passait plutôt bien, et à un moment donné, cet homme lui a proposé de venir directement chez lui. C'était une chose qu'elle avait déjà fait, donc elle n'était pas plus inquiète que ça. Elle a pris un Uber pour aller à l'adresse indiquée. En arrivant, elle a vu que la porte de l'immeuble était cassée. Non pas qu'elle était complètement détruite, mais c'était une porte normalement à digicode, mais là le système de fermeture ne fonctionnait pas. Ça déjà, ça lui a donné un mauvais pressentiment, mais elle s'est dit bon, on va aller au-delà de ça. Elle devait se rendre dans l'appartement numéro 9, donc elle est allée toquer
à la porte de ce fameux appartement, mais elle n'a eu aucune réponse. Elle a attendu quelques instants, donc n'ayant pas de réponse, elle se dit que peut-être on lui a mis un lapin. Elle commence donc à repartir et en arrivant à l'entrée de l'immeuble, elle voit le gars avec qui elle avait matché qui arrive. Elle le reconnaît au travers de ses photos. Elle le salue, il parle brièvement et elle le suit ensuite chez lui. Et elle se rend compte que l'appartement où il l'emmène n'est pas le numéro 9, mais le numéro 15. C'est quelque chose dont elle lui fait part. Elle lui dit mais c'est bizarre, tu m'avais dit appartement 9. Il lui répond non, j'ai jamais dit ça. Et pour preuve, Mila lui montre la conversation. Mais le mec ne répond pas. Ils rentrent ensemble dans l'appartement et là, Mila a une vision d'horreur. L'appartement est dans un piteux état. Ça sent la moisissure, il y a des déchets partout sur le sol. Ça fait à peine 5 minutes que Mila est avec cet individu dans l'appartement et elle se dit déjà qu'il faudrait qu'elle parte de séance tenante. Le jeune homme lui propose une cigarette, elle accepte et alors qu'il y a un silence très gênant, c'est l'homme qui brise ce silence en disant à Mila de lui faire une gâterie. Évidemment pour Mila, il était hors de question de faire ce genre de pratique. Elle se dit que ce n'est pas possible qu'elle soit avec quelqu'un qui ne corresponde pas du tout à la personne avec qui elle avait matché initialement. Physiquement c'est lui, mais sa personnalité est radicalement différente. Alors elle sort son téléphone, elle montre le numéro de téléphone que cet individu lui avait communiqué et lui a dit mais c'est bien ton numéro de téléphone? Et le mec a répondu que non. Alors Mila prend la décision de partir. Elle dit je suis désolée, il y a dû avoir une erreur. Elle se dirige vers la porte, elle l'ouvre et là elle sent une sensation de brûlure dans son dos. En fait le mec l'avait suivi et avait éteint sa cigarette sur le dos de Mila. Après ça elle a tiré la jeune femme à l'intérieur de l'appartement par les cheveux. Il l'a jetée sur le sol, Mila s'est débattue et l'homme l'a roué de coups. Après cela il a traîné Mila dans le couloir de l'immeuble, il a pris son sac et il a mis un énorme coup dans la mâchoire de la jeune fille. Après quoi, il a refermé la porte de l'appartement. Mila a pris la fuite et elle a appelé la police. Résultat des comptes, Mila avait 2 fractures à la mâchoire, 2 dents cassées dont une a été retirée et des énormes bleus sur tout le corps. L'homme a été arrêté et envoyé en prison parce qu'il se trouve, ça a fait la une des journaux, que cet individu en fait utilisait des applications de rencontre pour attirer des femmes chez lui et les dépouiller après les avoir tabassées. Donc au bout de cette histoire, la seule chose qui peut nous donner le sourire, c'est le fait que cet homme ait été arrêté et inculpé pour ce qu'il avait fait subir à Mila et à de nombreuses autres femmes. Voilà les amis, on en a fini pour ces 5 vraies histoires d'horreur en France. La dernière, il me semble que ça se passe pas en France, c'est Montréal, mais francophone. C'est ce que j'avais dit au tout début de l'histoire. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. J'ai fait au mieux pour retranscrire les histoires en respect avec ce que les personnes qui ont partagé ces histoires ont raconté. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. De nouveau, si vous souhaitez m'envoyer une histoire qui vous est arrivée, je vous laisse me l'envoyer par mail ou sur Instagram à KenTV que je vous affiche juste ici. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Ken. Salut!